Salut et bienvenue sur Anakaland. Dans quelques temps, un nouvel opus de la saga La Planète des Singes va débarquer sur grand écran. Le Royaume de la Planète des Singes, quatrième film de la franchise depuis son reboot moderne débuté en 2011 avec Les Origines, et qui introduisait le personnage de César, premier singe évolué et future légende pour son peuple. Et avant de voir ce nouveau film, il serait donc utile de se replonger dans la véritable histoire de César, architecte de ce nouveau royaume. L'univers de la planète des singes est un monde dystopique où les singes ont évolué pour devenir l'espèce dominante de la planète, tandis que les humains sont réduits à l'état de primitifs ou sont complètement éteints. Cette inversion des rôles traditionnels entre les humains et les singes soulève des questions profondes sur la nature de la civilisation, de la domination et de l'évolution. Ce changement radical crée alors un monde où les singes intelligents sont confrontés à des défis similaires à ceux des humains, y compris la lutte pour le pouvoir, la justice et la coexistence pacifique. Au cœur de cette saga se trouve César, un chimpanzé dont l'intelligence dépasse celle de ses semblables, grâce à des expériences génétiques menées par les humains. César est né en captivité, mais sa nature exceptionnelle l'a conduit à devenir bien plus qu'un simple animal de laboratoire. La trilogie le concernant s'est achevée en 2017 avec Suprématie. Une trilogie qui malheureusement n'a pas vraiment bénéficié d'une traduction de qualité pour ses titres en français. Les titres originaux sont bien plus parlants et cohérents avec ce que nous racontent les films. Le premier, Rise, soit l'émergence de la planète des singes, vient ensuite Dawn, l'aube de la planète des singes, puis enfin War, la guerre. Bref, des titres bien plus évocateurs que nos traductions en français, comme c'est souvent le cas malheureusement. Mais peu importe pour cette vidéo, dans laquelle nous allons retracer les pas de ce singe d'exception environ 300 ans avant le nouveau film, dans lequel les nombreux singes intelligents qui peuplent la Terre dans ce futur voueront assurément un culte à César, ou tout du moins de nombreux récits et légendes relateront la vie du premier d'entre eux. Mais les histoires et les légendes ont tendance à réécrire certains événements jusqu'à devenir des mythes, surtout quand la politique ou la religion entrent en jeu. Raison pour laquelle il est important d'en connaître la réalité, ses victoires et ses doutes comme ses échecs. En bref, son histoire et son héritage. La mère de César, baptisée Beauzieux, était une femelle chimpanzé vivant librement dans la jungle africaine, jusqu'au jour où des braconniers l'ont capturée alors qu'elle était enceinte, et envoyée à l'autre bout du monde, aux États-Unis, et plus précisément à San Francisco, pour y devenir un cobaye dans un laboratoire de recherche médicale. Et alors que le traitement expérimental créé par le docteur Will Rodman, l'ALZ-112, un virus conçu pour guérir la maladie d'Alzheimer, avait sur elle des effets révolutionnaires, elle fut abattue alors que le jeune César n'était âgé que de quelques heures. Ce fut le premier, mais non le dernier drame de la vie du jeune singe. Et alors que le malheur et la captivité auraient pu être son destin, il fut recueilli par le chercheur, Will, qui refusait de le voir mourir. César grandit au sein du foyer de Will Rodman, qu'il éleva presque comme un fils, où il développa des liens forts avec sa nouvelle famille. César apprend très vite à communiquer en langue des signes et à interagir avec les humains. Mais malgré son intelligence et sa gentillesse, il est gardé secret du monde extérieur en raison des préoccupations éthiques et légales entourant les expériences génétiques menées sur les animaux. César a été élevé dans l'amour en faisant un être sensible et doux. Mais malheureusement, à cause de quelques humains stupides et intolérants, il va devoir se confronter à ce que notre espèce a de pire. Un matin, désireux de mieux comprendre le monde qui l'entoure et avide de nouvelles rencontres, il va sortir de sa maison. Et pour la première fois, il sera confronté à la peur et la cruauté des humains, en la personne d'un voisin, tout ce qu'il y a de plus banal dans son fonctionnement de crétin. Toutefois, malgré cette épreuve, cette agression, César n'en ressort pas traumatisé. Au contraire, en plus de son intelligence accrue, César montre des signes d'une sensibilité hors du commun pour un animal. Je peux savoir ce qu'il raconte. Il dit que je devrais vous inviter à dîner. Mais César n'en est pas moins un animal, qui a besoin d'espace et même mieux, de liberté. Il ne pourrait s'épanouir enfermé dans la maison de Will. Sa famille humaine prendra donc l'habitude de l'emmener dans la grande forêt de Sequoia au nord de San Francisco. Un lieu qui va devenir très cher à son cœur et d'une grande importance pour son futur peuple. Mais ce faisant, il sera aussi confronté au regard des autres humains, limités par leurs préjugés. Et des questionnements sur son identité vont alors naître en lui. Will va donc prendre la décision de lui expliquer ses origines, sa naissance, la mort de sa mère et le virus ALZ-112. Le temps passe et cette belle famille un peu spéciale est très heureuse. Will réussit à soigner son père et César a même une nouvelle maman. Mais un jour, le 112 n'a plus d'effet sur Charles, le papy humain de César, poussant Will à créer un nouveau virus encore plus puissant, qu'il appellera donc l'ALZ-113. Et parallèlement, à cause de sa maladie, Charles se retrouve impliqué dans un conflit de voisinage avec le crétin du quartier, qui menace physiquement le vieil homme.
César, étant très attaché à Charles, mais aussi une créature très puissante, va aller un peu trop loin dans sa réponse à l'agression de ce membre de sa tribu, obligeant Will à le confier à un refuge pour singes par décision de justice. Ainsi, César est séparé de sa famille aimante pour se retrouver entouré de ses semblables, avec qui il n'avait jamais eu de contact. L'apprentissage de ces nouveaux codes sera donc difficile pour lui. Mais le plus dur est évidemment sa rencontre avec le deuxième enfoiré d'humain de sa vie, le fils du responsable du refuge. Un crétin fini au fort complexe d'infériorité, ce qui peut engendrer ce qu'il y a de pire chez l'homme. Toi, tu vas apprendre qui est le chef ici. César se sent donc abandonné et trahi par sa famille, et va alors y préférer ses congénères. Certes, les débuts ne sont pas simples, notamment avec Roquette, l'alpha de cette ménagerie pour singes, car César devient de plus en plus conscient de sa différence par rapport aux autres singes, et de la façon dont ils sont traités par les humains. Il tente de trouver sa place dans un monde où il est à la fois un animal et un être doué de conscience. Mais il va surtout y faire des rencontres qui vont avoir une grande influence sur son destin, et donc celui du monde. Comme le très sage et attachant Maurice, un vieil orang-outan sachant déjà signer, ou même Buck, le puissant gorille captif depuis sûrement trop longtemps. Il va notamment faire une importante découverte sur le fonctionnement de son espèce. Le respect vient de la force. Donc, pour asseoir son autorité sur les autres, il va commencer par se faire copain avec Buck, puis remettre Roquette à sa place. Ainsi, il devient le nouveau chef de ces singes captifs. Il va même jusqu'à enseigner le respect et le partage à Roquette, se plaçant de fait toujours plus au sommet de la hiérarchie, mais au travers de la bienveillance et de la vraie intelligence. C'est alors que César va exprimer pour la première fois son tout premier mantra. Les singes sont plus forts ensemble. Mais Maurice va lui faire remarquer, à juste titre, que les singes sont stupides. Donc pour remédier à cela, César, redoublant d'ingéniosité, s'échappe et retourne chez lui. Non pas pour reprendre sa vie d'avant ou retrouver son papa humain à qui il manque beaucoup, mais pour voler le 113 et le donner à sa nouvelle famille. C'est ainsi que commence l'évolution des singes à San Francisco. César se pose donc déjà en libérateur pour ses amis singes, un trait de caractère qui va le suivre toute son existence. De plus, étant né avec le 112 dans son organisme, lorsqu'il entre en contact avec ce nouveau produit, le 113, quand il infecte ses petits copains, il fait à nouveau un bond en avant dans l'évolution. Il obtient notamment le don de la parole. Il commence alors à remettre en question son rôle et sa loyauté envers les humains. Sa colère et son sentiment d'injustice le poussent à se rebeller contre l'oppression et à chercher la liberté pour lui-même et ses semblables. César se retourne donc contre ses oppresseurs humains, et, par accident, il tue son persécuteur. Un meurtre qui s'avère un énorme traumatisme pour lui, et un événement qui le poussera à créer un autre de ses commandements. Démarre alors une grande évasion du refuge. César emmène ses frères à Genesis, le laboratoire où il est né, et où encore plus de singes subissent les expériences des humains. Sa quête de liberté et de justice ne concernait évidemment pas que ses amis, mais tous les singes qui subissaient l'oppression humaine. César y fait notamment la rencontre d'un singe déjà traité au 113, un singe qui aura une énorme influence sur son destin, et même le destin de toute la planète. Koba, un animal brisé par la main de l'homme, est donc très en colère. Dans leur fuite, César mène également son peuple vers le zoo de San Francisco, où il a été témoin, plus jeune, de la captivité d'un grand nombre de singes. Ainsi, il n'est plus seulement à la tête d'une petite bande de singes intelligents, mais d'une véritable armée. Sans surprise, la première et seule réponse des humains est de vouloir tuer ces créatures intelligentes qui leur font peur. Mais justement, en réponse à cette violence, César tentera de trouver un autre chemin. Il refuse de tuer même les humains. Toutefois, après la mort de son ami Buck, il va laisser Koba réclamer justice et tuer le patron de Genesis. Malheureusement, à cet instant, même s'il ne le sait pas encore, César vient de semer la graine de la guerre, dans le cœur de Koba et donc de son peuple. Après cette grande bataille pour leur liberté sur le Golden Gate Bridge, César devient alors le leader de sa propre communauté de singes libres, déterminé à trouver un refuge loin de l'influence humaine. Toutefois, il faut rappeler qu'il n'avait jamais voulu tout ce qui va s'ensuivre. Il ne voulait pas faire de son peuple les rois du monde, mais simplement vivre libre et en paix, loin des hommes. Les adieux déchirants avec Will, qui assume ses fautes, en sont la preuve. Il ne veut aucun mal aux humains, il est simplement conscient que la cohabitation est autant impossible qu'illogique. Toutefois, sa vie d'avant reste importante pour César, qui, comme un hommage, utilise le symbole de la fenêtre de son enfance comme emblème de sa future nation. César s'émancipe donc complètement de l'autorité de son père, comme tout enfant doit le faire un jour. De plus, tous ses camarades ne sont pas encore intelligents, mais le nouveau virus étant contagieux, ce ne sera qu'une question de temps avant que tous les singes de la planète ne soient affectés. Surtout que les humains vont devenir le vecteur du virus à travers le monde entier. Et c'est ainsi que la planète des singes commence à émerger. Les singes sont installés dans la forêt des séquoias géants et le virus se répand sur le monde.
L'histoire continue plus d'une dizaine d'années après les événements du Golden Gate Bridge. César et son peuple se sont installés dans la forêt au nord de la Californie et y ont fondé une société florissante et pacifiste. César a une famille, une femme qui est enceinte et un fils prénommé Yeux Bleus, probablement en hommage à sa grand-mère. Une paix durable semble donc s'être installée dans la forêt. César dirige la société des singes évolués avec sagesse et compassion. Sous son leadership, les singes ont établi une communauté prospère dans la forêt, fondée sur des valeurs telles que la solidarité, le respect et la coexistence pacifique. On apprend aux jeunes singes à lire, à signer et surtout les grands principes de cette société. Les singes sont plus forts ensemble, un singe ne doit pas tuer un autre singe et la connaissance c'est le pouvoir. Ce que j'appellerai donc les 3 lois de César. Ce grand chef est donc devenu un symbole d'espoir et d'inspiration pour les singes, les guidant vers un avenir meilleur. Mais malheureusement, c'était sans compter sur les humains qui ont survécu au fléau qu'ils ont gentiment désigné sous le nom de grippe simienne. Des humains qui vont donc un jour s'aventurer dans la forêt pour y trouver et réactiver un barrage hydroélectrique. Car bien sûr, les humains ont besoin du confort et de la sécurité apportés par la fée électricité, trop éloignés qu'ils sont de mère nature. L'existence paisible des singes est alors menacée lorsque ces humains survivants découvrent leur enclave. Après l'épidémie dévastatrice qui a décimé une grande partie de la population humaine, les survivants se sont retrouvés en conflit avec les singes pour le contrôle des ressources et des territoires. Les tensions entre les deux camps sont exacerbées par la peur, la méfiance et le désir de vengeance. Les humains voient les singes comme une menace pour leur survie, tandis que certains singes craignent les intentions hostiles des humains. Le premier à défendre cette position belliqueuse n'est autre que Koba, devenu l'un des proches de César et sa famille. Et sa position extrême est confrontée par cette rencontre entre des humains et les singes. En effet, un des Homo sapiens, qui n'est pas si sapiens que ça, n'hésite pas à tirer sur le fils de Roquette. Après cet incident, César tente malgré tout de maintenir la paix et de comprendre les intentions des humains. Singes chez eux, humains chez eux. D'un côté, Malcolm, un survivant humain, cherche à établir une relation pacifique avec les singes pour restaurer l'électricité dans leur ville en ruine. De l'autre côté, Koba, le singe ayant souffert des expériences humaines, se méfie des intentions des hommes et cherche à les éliminer. Inévitablement, les tensions montent entre les singes et les humains. Alors que César fait tout pour contenter les humains et son peuple au travers d'une collaboration, les deux camps luttent pour coexister. Et ce n'est clairement pas simple. L'homme qui avait tiré sur le fils de Roquette a peur des singes et refuse de faire preuve de l'intelligence supérieure dont il croit être doté. Il se montre notamment menaçant envers Cornelius, le tout jeune fils de César qui vient de naître. Un ultime affront à César qui pourtant continue de vouloir protéger la paix, et ce malgré les nombreuses provocations de Koba contre son autorité. Et ce n'est là qu'un des divers événements tragiques qui vont conduire à une escalade de violence. Koba manipule les singes déclenchant une guerre brutale qui menace de détruire tout ce que César a construit. Et pire que tout, pour cela, Koba va trahir son chef et ami. Après avoir habilement trompé les humains supérieurement intelligents, il va leur dérober des armes, et s'en servir pour abattre César. Faisant bien sûr peser la responsabilité de son acte sur les humains pour déclencher cette guerre qu'il appelle de ses vœux. Humains, tuez César! Fuyez. Une guerre totale que les hommes ne peuvent remporter, mais tout de même au prix de la vie de très nombreux singes. Koba est prêt à tout pour totalement exterminer les hommes de la surface de la planète. Toutefois, le coup n'a pas été mortel. César est encore en vie lorsqu'il est retrouvé par Malcolm et sa famille. Le petit groupe d'humains qui veulent eux aussi empêcher cette guerre l'emmène à l'abri pour le soigner. Et le destin, ou la fatalité, a voulu que cette maison dans laquelle ils se sont abrités était celle de César, celle de Will et sa famille. Ravivant la nostalgie mais aussi le chagrin de César. Là encore, le fossé avec le reste de son peuple est grand. Car lui n'a pas subi que des souffrances à cause des hommes. Sa vie a commencé dans l'amour, le respect et la joie auprès de ses humains à lui. Il est donc capable de compassion et de compréhension envers cette espèce. Valeur qu'il tentait depuis toujours d'inculquer à son fils. Et Yeux Bleus, justement, qui avait succombé à la peur et à la colère, les rejoint finalement après avoir constaté la folie de Koba, alors qu'il tue et emprisonne les singes qui tentent de rester fidèles à César. Face à la trahison de son bras droit et au choix difficile qui se présente à lui, César doit donc affronter son plus grand défi, sauver sa famille et préserver la paix entre les deux espèces. Cependant, malgré l'aide de Malcolm qui va tenter de convaincre son peuple sans résultat, et de ses plus fidèles compagnons comme Maurice ou Roquette, César va tenter de ramener Koba et les autres singes à la raison. Dans une immense tour inachevée, un affrontement épique entre singes et humains va alors avoir lieu, où les loyautés sont testées et les alliances sont brisées. César doit faire face à ses propres démons intérieurs et décider du destin de son peuple. Les humains restants se sacrifient pour détruire la tour envahie par les singes et Koba ne peut plus entendre raison.
Sa soif de sang devient inextinguible et il s'en prend même à ses propres compagnons. Pour l'arrêter, César n'a alors d'autre choix que de l'affronter dans la tour en train de s'effondrer. Et même là, Koba refuse de céder. Alors qu'il risque de chuter, César lui tend la main, mais contre tous ses principes, il se reprend et laisse son vieil ami tomber dans les flammes. Tu n'es pas un singe. Un final déchirant marqué par la perte et la rédemption, lors duquel César réalise que la véritable bataille n'est pas contre les humains, mais contre la haine et la vengeance qui menacent de détruire tout ce qu'il a chéri. La paix semble alors à nouveau à portée de main. Les rares humains survivants se sont dispersés, et les singes, à nouveau sous contrôle, retournent dans leur forêt. Sauf qu'avant sa mort, le chef de ces humains, lui aussi très extrême et obtus, un parfait miroir de Koba, a réussi à entrer en contact avec une armée positionnée plus au nord. Et cette armée est en route pour combattre les singes. Une armée dirigée par le colonel McCullough, un chef militaire fanatique déterminé à éliminer tous les singes pour assurer la survie de son espèce. McCullough voit les singes comme des ennemis à abattre et est prêt à tout pour atteindre son objectif, y compris des tactiques brutales et impitoyables. Il a notamment réduit en esclavage un petit nombre de singes pour les enrôler dans son armée. Des singes que lui et ses hommes appellent affectueusement donkeys ou mulets en français, en opposition aux Kong, les singes libres. Son conflit avec César dure déjà depuis un moment, mettant en lumière les différences idéologiques et les motivations opposées des deux leaders quand le pire arrive. Les singes se sont cachés profondément dans la forêt pour échapper au mieux à la haine des hommes. Mais après une nouvelle trahison d'un des siens, Winter, le gorille albinos, les soldats découvrent leur base secrète. Et lors d'une attaque sur leur nouvelle maison, pour tuer le chef des singes, McCullough fait une erreur. La première d'une longue liste. Il a abattu la femme de César, ainsi que Yeux Bleu, qu'il a pris pour son père. Cible acquise. Je répète, King Kong est mort. Le roi des singes, alors fou de rage et de chagrin, voit toutes ses valeurs voler en éclats. Lui qui tentait de protéger son peuple plutôt que de détruire les hommes est maintenant rongé par la gangrène de la vengeance. Il prend alors une décision capitale. Il décide de lancer une grande exode de tous ses congénères vers une terre sans hommes, découverte plus tôt par son fils décédé. Le voyage sera long et périlleux, mais il est confiant. Tellement confiant qu'il décide de succomber à son désir de vengeance en renonçant à guider son groupe, pour aller éliminer le meurtrier de sa famille. Il confie donc son fils Cornelius à Lake, la veuve de son autre fils, et il part seul vers le nord alors que les siens partent vers l'est. Évidemment, les plus proches amis de César ne l'entendent pas de cette oreille, et refusent de le laisser partir seul. Ainsi, Maurice, Roquette et Lucas le gorille partent aux côtés de leur chef. Sur leur route, ils croisent un homme, et pour la première fois, César n'hésite plus, et il lui tire dessus sans poser de questions. La vengeance a pris le pas sur sa compassion. Mais si lui a oublié comment faire preuve de pitié et d'empathie, ses amis, eux, sont toujours fidèles à ses enseignements. Ils joueront donc le rôle de conscience pour leur chef. Maurice le premier, et le plus sage, va même jusqu'à prendre sous son aile une petite fille découverte au même endroit. Une enfant humaine qui semble malade. Elle saigne du nez et surtout, elle ne peut plus parler. Ce petit être faible et fragile que Maurice va plus tard baptiser Nova va donc les suivre sur leur chemin. La rage et la soif de vengeance va se mêler au désespoir dans le cœur de César, surtout alors qu'il tue un nouveau singe, Winter, le traître. Et le souvenir de Koba va alors le hanter, plus encore, comme un rappel de son échec à respecter ses propres lois. Et plus tard, c'est sur un autre singe que la bande va tomber. Un singe évolué lui aussi, mais qu'ils ne connaissent pas. Un singe de zoo qui se désigne lui-même par une phrase qu'il a malheureusement trop souvent entendue. Méchant singe. Un chimpanzé très drôle et attachant, qui a survécu seul et opprimé depuis toutes ces années. César réalise alors que le virus qui a tué les hommes a aussi changé d'autres singes, et pas seulement ceux de son peuple. Et bien que cela ne soit pas vraiment une priorité pour lui à cet instant, César réalise tout de même que sa mission est plus importante encore qu'il ne le croyait. Tous les singes du monde sont menacés par cette guerre et tous méritent de vivre en paix et surtout libres. César, de plus en plus confronté à un dilemme moral déchirant alors qu'il est poussé à la vengeance par les actions brutales des humains, tout en aspirant à trouver un moyen de coexister pacifiquement avec eux. Il doit donc lutter contre ses propres instincts de vengeance pour préserver les principes de compassion et de justice qu'il défend. Ce dilemme personnel met en lumière les luttes intérieures de César et les sacrifices qu'il est prêt à faire pour le bien de son peuple et de l'avenir de la planète. Méchant singe, qui connaît l'emplacement de la base de McCullough, guide le petit groupe dans la neige vers la base militaire fortifiée du colonel. Et après le sacrifice de Lucas pour le sauver, une fois le camp militaire trouvé, c'est alors un spectacle horrible et inattendu qui s'offre à lui. Tout leur peuple a été capturé, mis en cage et réduit en esclavage. La colère brûle de plus belle dans le cœur de César, mêlée à un profond désir, toujours le même, de sauver son peuple. De même qu'une profonde culpabilité devant ses amis crucifiés. S'il était resté avec eux, ceci ne serait peut-être jamais arrivé.
Puis, distrait par toutes ses émotions, César est capturé par un des donkeys, un des traîtres à leur espèce qui travaille pour le colonel. Captif à son tour, César n'en demeure pas moins fier et refuse de voir son peuple maltraité ou affamé. Il défie donc l'autorité du colonel qui y répond basiquement par la menace et un peu de torture. Et cette fois, c'est son peuple qui lui sauve la vie en se soumettant. Toutefois, au milieu de toutes ces horreurs, César est témoin de ce qu'il reste de la bonté humaine. La petite Nova, au cerveau affaibli par la maladie, mais au cœur toujours pur, s'infiltre dans le camp avec une simplicité presque choquante, jusqu'à César pour simplement lui donner un peu d'eau et de nourriture. Sans oublier sa poupée en gage d'espoir et de soutien moral. Et tous ensemble, ils s'en sortiront. Même si ça semble sans espoir, voici la promesse que son peuple fait à César. De plus, McCullough, en bon soldat et enorgueilli par sa victoire et la dévotion de ses hommes, se vante même à César de certains de ses actes passés, tentant de justifier ses choix horribles par la même occasion. La grippe simienne qui avait tué un grand nombre d'humains a muté pour finalement toucher ceux qui y avaient survécu. Mais plutôt que de les tuer, cette fois, ce nouveau virus détruit leurs fonctions cérébrales, les rendant notamment incapables de parler. Et le colonel, pour empêcher toute propagation de cette nouvelle maladie, extermine toute personne atteinte sans aucune pitié, y compris son propre fils, apparemment, un événement qui l'aura très certainement poussé dans la folie. César se retrouve donc face à un homme qui n'a plus rien d'humain, un monstre fanatique et hors de contrôle, qui va commettre 2 erreurs successives qui vont lui coûter très cher. La première, il confisque la poupée à César, car tout réconfort pour son ennemi lui est insupportable. Et la seconde, révéler à César qu'il est un renégat à cause de ses actions plus que discutables, et que donc ses propres chefs et leurs armées sont en chemin pour l'éliminer. Il n'en fallait donc pas plus à King Kong pour imaginer un plan d'évasion avec l'aide de ses compagnons de voyage toujours libres. S'armant de patience jusqu'à la bataille entre les factions humaines, César et ses amis préparent leur évasion, faisant appel autant à leur ingéniosité qu'à leur capacité physique de singe. Et les retrouvailles avec son fils sont un nouveau signe d'espoir pour lui. Mais malheureusement, comme il le dit, il reste otage de sa colère. Il part donc enfin confronter son ennemi, qui, par un coup du karma ou de la providence, est incapable de se défendre. La poupée de Nova était contaminée, et il est à son tour atteint par ce nouveau mal. Devant cet être sans défense et misérable qui ne demande qu'à être achevé, César s'efforce de rester fidèle à ses valeurs de compassion, de tolérance et de paix, et refuse de donner la mort. Malgré les tentations de vengeance, il demeure un individu noble qui fait passer la liberté et la survie de son peuple avant tout. Le moment venu, la guerre est violente et les forces du colonel n'ont aucune chance, permettant aux singes de s'enfuir malgré de lourdes pertes. Malheureusement, dans sa fuite, César est gravement blessé alors qu'il porte le coup final à l'armée de McCullough. Mais porté par la force de son destin, il parvient à rejoindre son peuple juste à temps pour assister à une avalanche qui extermine tout ce qu'il reste des armées humaines. Enfin, révélant la force de l'unité face à l'adversité, César et son peuple se lancent dans un dernier voyage à la recherche de leur terre promise, loin à l'est. Après des épreuves et des sacrifices inimaginables, ils découvrent enfin un endroit où ils peuvent vivre en paix, libres de la menace des humains et des conflits qui ont déchiré leur monde. Cette découverte symbolise non seulement la fin d'un voyage tumultueux pour César et les singes, mais aussi l'espoir d'un nouveau départ, d'une nouvelle ère de prospérité et d'harmonie pour leur espèce. C'est un moment de triomphe et de soulagement pour César qui a mené son peuple à travers les ténèbres pour les conduire vers la lumière. Et, une fois sa tâche achevée, son peuple enfin en sécurité dans ce nouveau monde merveilleux et naturel, César peut enfin se reposer auprès de son plus vieil ami, Maurice. Et après lui avoir confié le destin de leur peuple et de sa famille, César s'éteint, enfin en paix. En conclusion, une fin épique et émotionnelle à l'histoire de César. Son destin et son héritage laissent une empreinte indélébile sur le monde qu'il a contribué à façonner. Son voyage personnel atteint son apogée dans une conclusion poignante qui laisse une marque durable sur les singes, tout en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités pour l'avenir de la planète et de ses habitants. Car leur voyage ne se termine pas là, c'est le début d'une nouvelle ère pour eux. Une ère où ils peuvent façonner leur propre destinée et créer un avenir meilleur pour les générations à venir en suivant les enseignements et l'héritage de César, le héros qui a changé le destin de sa planète. Un avenir dans lequel César, devenu une légende, est vénéré comme une figure messianique par les singes. Cette transition annonce une nouvelle ère pour l'univers de la planète des singes, où les conséquences des actions de César résonnent à travers les siècles. Son leadership, sa compassion et son courage ont inspiré des générations de singes et de spectateurs et ont façonné l'histoire de la franchise. César, un animal semblant insignifiant mais dont le destin a complètement bouleversé celui de la planète. Un singe qui aura été confronté autant à ce que l'humanité a de meilleur, de plus beau, que de ce qu'elle a de pire. Les préjugés, la mesquinerie, le rejet, la peur et la haine. En faisant donc le roi, le prophète, mais aussi presque un dieu pour son peuple.
César incarnait le potentiel et les aspirations des singes évolués, mais aussi les dilemmes moraux et les luttes de pouvoir qui accompagnent cette évolution. Son parcours personnel reflète les thèmes universels de la liberté, de l'identité et de la justice, tout en mettant en lumière les tensions entre les différentes espèces et les conséquences de leurs actions. Ainsi, cette nouvelle suite qui se profile à l'horizon transportera les spectateurs 300 ans après les événements de la trilogie, dans un royaume où l'héritage de César pourra être autant perpétué que trahi par les diverses factions de singes. Car malheureusement, rien n'indique que les singes auront un destin différent de celui des hommes qui les ont précédés. Enfin, alors que nous attendons avec impatience la prochaine étape de cette saga, je vous invite à partager vos propres réflexions, théories et anticipations sur le futur de la planète des singes en commentaire. Toutefois, cette suite sous la direction de Disney, qui a racheté la Fox en 2019, soulève de nombreuses questions et spéculations. La plus évidente étant de savoir si cette nouvelle ère dans la saga sera à la hauteur. Car pour ce qui est d'essorer une franchise à succès, Disney est très fort. Mais pour ce qui est de la qualité, ce n'est pas toujours ça.